Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Oyez, oyez! Braves gens, damoiselles et damoiseaux, amateurs de cinéma ou même cinéphiles, prêtez-moi donc votre oreille pour ouïr cette nouvelle sans pareille. Il y a un an de cela, dans une contrée non loin de là, deux amoureux du 7e art ont lancé cette émission afin de faire découvrir ou redécouvrir des films oubliés par le temps. C'était une belle et tendre idée qui envoûtait chaque mois de nombreuses âmes. Avec encore de nombreux thèmes dans leur chapeau et des invités plein la tête, ou l'inverse, je suis très heureux de vous annoncer, en ce jour du mois de janvier de l'an de grâce 2018, l'ouverture officielle de la saison 2 de VHS, visionnage hautement subjectif. Vive Fabien, vive Mathieu et vive le roi! Ouais. Plutôt particulier comme annoncement d'une nouvelle saison. C'est original. Original. C'est original. C'est vrai. Original. Mais par contre, je voyais pas trop ça comme vision pour le terme fantastique. Je suis d'accord, effectivement. Oui. Pas la première chose que j'aurais vue, c'est juste que il m'a dit, je lui ai dit, on va lancer la nouvelle saison avec le thème fantastique. Il m'a dit, ouais, parfait, je serai dans un milieu fantastique. Un milieu fantastique, mais il travaille où? Dans un petit parc à thème, plusieurs fois primé en Vendée. Je sais pas. Ouais. Bon, et puis vive le roi. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Je suis d'accord. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Donc, oui. Virgile, oui. C'était génial. Franchement, là, on a beaucoup tous adoré. Je pense que ce que tu as fait pour cette nouvelle saison, c'est juste là, refais-la sans le vive le roi. Sans le vive le roi. Sans le vive le roi. D'accord. Voilà. Merci. C'est gentil. Bonne année! Bienvenue dans cette nouvelle saison de VHS. Visionnage hautement subjectif. On est très content de vous retrouver avec notre ami Virgile. Il est très sympathique, mais pourquoi il est là? Et en fait, c'est mon cadeau de Noël. Avec un peu de retard. Voilà. De mes parents, du coup, je suis obligé de le garder en fait. Ça va. Tant qu'il est propre. Ouais. Bon, voilà. Merci Virgile. Donc, du coup, nous sommes très contents de vous retrouver pour cette nouvelle saison, pour ce mois de janvier. Et du coup, ce mois-ci, nous allons parler d'un nouveau thème, le fantastique. Tout à fait. J'ai envie de te dire, c'est quoi le fantastique? On pense que c'est très vaste parce qu'on confond souvent ça avec le merveilleux. Le merveilleux, c'est lorsque le monde qui utilise des règles différentes d'une autre est considéré comme normal. Par exemple, le Seigneur des Anneaux avec la magie, etc. Ça, c'est du merveilleux. Mais le fantastique, c'est quand un morceau d'irréel pénètre dans notre réalité à nous et change un peu nos règles. Fantastique, c'est la définition, Mathieu, merci. Donc ne tardons pas, commençons avec le premier film, donc le film de Mathieu, ton film. Merci beaucoup. Le film de Mathieu! Oui, merci H. La sélection de Mathieu. Et donc, le film que je vous propose ce mois-ci, c'est The Lovely Bones de Peter Jackson, sorti en 2010. Donc, de quoi ça parle, The Lovely Bones? C'est l'histoire d'une jeune fille, Susie Solomon, qui est assassinée par un tueur en série.
Et alors que son âme vagabonde dans un au-delà, elle observe aussi un petit peu, autant qu'elle le peut, sa famille qui fait son deuil, qui recherche aussi l'assassin. Et il se trouve que l'assassin, c'est son voisin. Un être qui se fait passer pour inoffensif, mais qui cache vraiment une âme tourmentée. Donc Fabien, je me tourne vers toi pour te demander, qu'as-tu pensé de ce film? Donc je ne l'avais pas vu au cinéma, comme tu me l'as demandé tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu en DVD plusieurs fois et je le connaissais très très bien. Donc là j'ai redécouvert encore peut-être pour la 4e fois. Et ben Peter Jackson sait faire aussi des petits films plus indépendants, plus intimes. Et je trouve que ce Lovely Bones, malgré quelques petites longueurs, c'est un très bon film. Et j'ai envie de te dire, du coup, tu vas me faire taper, mais il y a un petit peu de merveilleux dans ce film-là. Parce que c'est quand même... C'est quand même plutôt merveilleux que la façon dont l'histoire est traitée. Oh là là, le coquin. La façon dont il traite ce drame, qui est un drame, comment il traite le deuil en fonction de chacune des personnes, et surtout comment il traite l'entre-deux. Donc quand cette fille-là est dans l'entre-deux, parce qu'en fait elle est au paradis sans vraiment être encore tout de suite au paradis, et du coup tout ce qui va se passer après sa mort, du coup de cette petite fille, dans la famille, dans l'entourage, et du coup chez ce tueur en série. Voilà. Donc c'est un très bon film que je conseille, qui n'est pas spécialement très connu en fait, même si il est peut-être, certes c'est pas le moins connu qu'on a pu développer, mais de chez Peter Jackson on n'a pas tendance à le retenir tout de suite. En fait, et j'ai même des fois du mal à me dire que c'est Peter Jackson qui l'a fait ce film. Ah oui, parce que en fait, vois-tu, Peter Jackson a eu une carrière très différente. Ses premiers films, ses 3 premiers films étaient très confidentiels de certaine manière, parce que c'était des films de genre complètement déjantés, c'était un sale gosse du cinéma. Et il a voulu, pour son 4e film, justement, obtenir une certaine reconnaissance critique. Et donc il avait fait Créatures célestes, Heavenly Creatures, avec Kate Winslet entre autres. Et là-dessus, donc, il avait montré qu'il était capable de faire du drame. Après le succès du Seigneur des Anneaux et de King Kong, justement, il avait quand même un petit peu le melon et il savait que ça pouvait être dangereux pour lui. Donc, The Lovely Bones a été un film, justement, un petit peu de guérison. Ouais, ça se sent un petit peu, mais c'est tout aussi bien réussi. Ah bah, il ne s'est jamais renié, justement. C'est ça. Donc toi, Mathieu, tu l'as choisi, tu l'as aimé, mais pourquoi tu l'as aimé, toi? Moi, je l'ai aimé parce que il y a un style, Peter Jackson, que je trouve extraordinaire. C'est un réalisateur qui n'a pas fait d'école de cinéma et qui pourtant fait des cadrages qui sont extraordinaires au sens propre. C'est vraiment ça aussi l'élément fantastique, c'est de voir comment est-ce qu'on retranscrit une vision qui n'a aucune réalité. Donc dans l'entre-deux, comme tu as dit, pour toi c'est du merveilleux, mais c'est en fait c'est l'élément, c'est l'épine d'irréel qui s'implante dans le réel, puisque justement la pauvre Suzy Salmon, décédée, arrive d'une certaine manière à influencer les éléments dans le réel. Exactement. Donc c'est ça l'élément fantastique, c'est justement le fait de croire, de démontrer d'une certaine manière qu'il y a un au-delà et que cet au-delà n'est pas le néant. Il peut interagir, du coup, c'est la vision de Peter Jackson, il peut réagir sur le vivant, sur le réel, et c'est la façon dont il traite comment faire avancer ce deuil dans cette famille-là. Et surtout, ce que je trouvais intéressant dans ce film-là, en le regardant encore hier, c'est en fait, même pour moi, le personnage principal, c'est pas la fille. Effectivement. C'est l'histoire de cette fille qui est le personnage principal. C'est très rare où dans un film on n'a pas un personnage principal vraiment ciblé. On va pas se dire c'est tueur en série, mais non, c'est les parents, non, c'est son frère et sa sœur. C'est vraiment l'histoire autour de ça. Et c'est là qu'il arrive à nous coincer parce que c'est là que c'est fort, parce que ça pourrait être bancal, te dire juste partir sur l'idée que c'est l'histoire de la fille qui va tenir la dramaturgie, tenir tout cet élan. Et là, ouais, je me suis rendu compte que oui, Peter Jackson, c'est un grand maître du cinéma et il est très éclectique et sait travailler ses films et a une vraie direction artistique. Et ça se sent. Voilà. En sachant aussi que ce film, au départ, c'est un livre, donc c'est une adaptation. C'est vrai. Et je crois que c'est sa 3e adaptation, après donc Le Seigneur des Anneaux, King Kong. Donc c'était un moment où il était dans ce cycle, et encore il n'en a pas complètement sorti, puisque ensuite c'était Le Hobbit. Ouais. Donc, le sacré Hobbit. Dans le casting, on peut remarquer qu'il y a Saoirse Ronan. Je prononce comme je peux le prénom. Vous verrez, vous tapez son nom, elle est très connue. Je sais pas quel autre film elle a fait, mais elle a une tête. Il y a Mark Wahlberg dans le rôle du père, Stanley Tucci dans le rôle du tueur. C'est pas un spoil, hein. Je sais montrer dès le départ qui est là. Je me suis même demandé s'il n'avait pas des lentilles ce personnage, parce que je trouve qu'il a les yeux vachement bizarres. En même temps, c'est pour rajouter un effet d'irréel, la vallée dérangeante peut-être. Et la sublime Rachel Weisz qui joue la mère.
une mère courage. Très bien. Bah, au niveau du casting, il n'y a que Mark Wahlberg, j'ai du mal à. Puis Mark Wahlberg, c'est une fois sur deux, il est dans un film qui lui va, et celui-ci, j'ai beau l'avoir vu même en version originale et en français, j'y crois pas. J'ai du mal à. Il est un peu plan-plan, un peu cucu dans le film. Je trouve que c'est la seule petite fausse note du film, c'est Mark Wahlberg. Et puis en même temps, ce serait sans doute aussi parce que Peter Jackson est un excellent directeur d'acteurs quand ce sont des films qui demandent de se lâcher complètement. Tandis que là, c'est un film dans le réel, donc il fallait que ça colle quand même au réel. Il me rappelle, tu sais, le personnage qu'il avait dans Phénomène. Happening, ouais, dans Phénomène. Ouais. Où il est toujours genre, non mais tout va, tu vois, il est trop carré, trop gentil pour pas sortir les doigts du 1. Et du coup, je trouve que dans ce film-là, c'est la seule petite fausse note. Mais au-delà de ça, on vous conseille ce film. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire sur ce film? Non, je vous dirais, faites-vous toute la filmographie de Peter Jackson de toute façon, parce que vous verrez que The Lovely Bones, à la fois, est un film unique dans la filmographie, mais en même temps en complète adéquation avec l'ensemble de ses thèmes. Donc, non, je ne pense pas qu'on puisse le regarder de manière détachée quand il y a tellement à offrir avec toute la filmographie de Peter Jackson. La filmo est fantastique de Peter Jackson. La filmo fantastique. Voilà. Et bien on vous conseille ce film. Et puis je pense qu'on va passer maintenant au film suivant, c'est-à-dire je pense qu'on va parler de mon film tout simplement. Mais avec plaisir. Eh bien oui. Le film de Fabien. La sélection de Fabien. Et moi je vais parler de ma sélection de ce mois-ci, et c'est un film qui est très récent parce qu'il a à peine un an. Tout à fait. Il a à peine un an et ça s'appelle Monster Calls, en français quelques minutes après minuit, donc qui est sorti le mois de janvier 2017, il y a un an maintenant. Réalisé par Juan Antonio Bayona, donc qui commence à être connu chez les réalisateurs, parce que tout simplement c'est un réalisateur espagnol qui a réalisé L'Orphelinat, que vous devez connaître, The Impossible surtout, donc c'est son troisième film. Et là, son troisième film qui vient d'arriver, qui est arrivé, que j'aime beaucoup et que j'ai voulu vous parler parce que après multi dialogues avec d'autres gens, et les gens ne le connaissent pas forcément ce film-là. Et oui, malheureusement, il était assez peu distribué, de manière assez chiche. Et puis moi, janvier, c'est toujours bancal pour les sorties cinéma de toute façon. Yes. Donc ça raconte quoi? Et bien on suit un petit garçon qui s'appelle Connor, qui a beaucoup de mal à encaisser le fait que sa maman est atteinte d'un cancer en phase terminale. Il sait qu'elle va sans doute mourir rapidement, et un soir, en train de dessiner, parce que sa maman et lui sont très intéressés par le dessin, il va se faire surprendre par une entité. Une sorte d'arbre. Une sorte d'arbre, un Groot géant, j'ai envie de dire, un arbre. Mais avec plus de vocabulaire. Avec plus de vocabulaire. Avec ce monstre-là va venir un petit peu le hanter chaque soir, mais pas spécialement pour lui faire peur, mais surtout pour lui raconter des histoires. Des contes. Des contes, jusqu'à que lui-même, Connor, ait envie de raconter une histoire. Voilà, je ne vais pas trop en dire, j'ai pas envie de trop d'en dévoiler. C'est un film qui parle, comme le tien, du deuil, et pareil, d'une version... une métaphore du deuil en tout cas, de la vision du petit garçon, de la famille, parce que du coup il y a la maman qui est atteinte, on suit aussi le personnage de la grand-mère qui est joué par Sigourney Weaver. Le petit garçon qui est très bon, je vais le dire son nom maintenant, Lewis McDougall, qui est très bon, qui m'a bluffé. Je sais pas s'il a fait d'autres films, mais il est vraiment très bon. En tout cas, c'est Felicity Jones qui joue la maman, qui jouait notamment dans Star Wars Rogue One, qui joue la maman. Et après d'autres castings. Et du coup, voilà, on suit. Et attends, n'oublions pas Liam Neeson qui fait la voix du monstre. Du monstre, donc qui est très bien pour ce personnage. Et du coup, on suit cette petite famille qui va du coup subir, en tout cas devoir je sais pas trop les mots, qui va devoir subir ce deuil, il va subir du coup la mort imminente de cette maman, et du coup on suit ce petit garçon qui est dans son refus, il va être maltraité par ses camarades, il y a une relation compliquée avec son père parce que son père est séparé de sa maman, et il ne peut pas voir sa grand-mère. Donc dans tout cela, il y a beaucoup de fantastique parce que cet arbre-là va être un petit peu sa conscience, va être un petit peu la personne qui va lui faire passer ce deuil-là de toutes les façons possibles, mais en racontant des histoires. Et ce qui me plaît dans ce film-là, au-delà de la mise en scène de Bayona qui est vraiment très bonne, tout à fait, c'est qu'ils ont mêlé du coup du fantastique, du réel, surtout dans ce drame-là, mais que toutes les histoires qui sont contées et racontées, il y a l'utilisation du coup de la fable, du dessin 2D, 3D, limite un peu d'animation de peinture et d'aquarelle. Un petit peu pour vous faire simple, si vous vous rappelez d'Harry Potter, le Relique de la Mort, quand il raconte l'histoire des trois frères et du sureau, et la baguette de sureau. Voilà. Un peu dans cet esprit-là, et du coup voilà, ça marche très bien. Donc j'ai beaucoup aimé ce film-là. Mathieu, pourquoi toi? Est-ce que
toi tu l'as aimé. Bah oui, et je ne suis pas le seul parce que en fait ce film-là fait partie de pas mal de top de youtubeurs, des top des meilleurs films 2017. Moi je l'ai pas mis dedans, même si je l'aime beaucoup, c'est étonnant. Ah bon? Non, je l'ai pas mis dans mon top top 10 de cette année. Alors je voudrais rebondir sur un point, tu as parlé du fait que c'est un film sur le deuil, comme The Lovely Bones. Et en fait, il y a une raison à ça, à mon avis, c'est parce que justement, nous sommes tous impuissants face au mystère de la mort et nous imaginons bien des choses, que ce soit justement qu'il n'y a rien après la mort, ou bien au contraire qu'il y a un paradis et tout ça. Parce que justement, nous avons besoin, en tant qu'être conscient, de nous rassurer sur notre destin et sur le destin de ceux que nous aimons. Donc c'est normal justement qu'on mette l'irréel et qu'on le fasse advenir, puisque la mort c'est tellement irréel pour nous avant qu'on y soit confronté. Oui, puis c'est tellement vaste comme sujet qu'on peut le traiter de multiples façons. Et c'est la vision de Bayona qui est plutôt, alors je sais pas qui est plutôt originale, parce qu'on a déjà vu traiter d'un point de vue d'un petit garçon ou d'un enfant par rapport à ses parents ou à un adulte, mais c'est la façon dont il traite toutes les phases de deuil. Donc il y a la colère, il y a le déni, il y a l'acceptation, voilà, il y a toutes ces phases-là qui sont là, et en plus de façon intelligente, parce que la fin auquel on pourrait s'attendre, parce que du coup il nous raconte 3 histoires pour accepter et en parallèle métaphoriquement l'expliquer, ce qu'il ressent, et pourquoi il le ressent, comment il le ressent, et la dernière histoire qui va forcer à Connor d'être révélée est vraiment inattendue. On ne s'attendait pas vraiment à ça, et au fond elle est très humaine, très réaliste, et certes très triste parce que le film il n'est pas non plus, il finit pas avec du happy end, quoi. Mais en même temps, c'est ça ce qui est assez intéressant, surtout pour un film quand même qui est production américaine, il faut bien le reconnaître, c'est que on n'explique pas genre ce qu'il y a après la mort. Ce coup-ci, on laisse le mystère. C'est vraiment un film sur l'intériorité des survivants. Et ça, c'est vraiment intéressant. Tu disais que le monstre était l'expression de la conscience de Connor. Une partie de la conscience. Je pense que c'est un petit peu différent en fait, parce que le monstre est appelé par Connor, mais surtout il le menace. C'est une menace lorsque il dit que la dernière histoire, ça doit être Connor qui devra la raconter, sinon c'est lui qui en mourra. Il le force à réagir en fait. Et justement cette pas agressivité, mais cette menace qui plane sur Connor, à mon avis, c'est une métaphore justement des gens qui, n'ayant pas fait le deuil, justement, ne peuvent plus vraiment vivre et sont dans un caractère destructeur. Donc encore une fois, une vraie leçon de pédagogie. Ouais, tout à fait. Et c'est très très bien vu, puisque justement la fable à la base, le conte, c'était une manière pédagogique d'enseigner une bonne leçon de morale aux enfants. Et bien c'en est une de Mamed de Bayona. Je reviens sur la mise en scène, mais elle est vraiment très bien soignée. Surtout la musique est plutôt intéressante. Oui. Bien amenée. Il n'y en a pas tant que ça. Non, mais elle est toujours à propos. Pour un grand film en tout cas. Et du coup, je vous le conseille, c'est aussi adapté d'un bouquin. Alors je ne sais pas si c'est bien fidèle au bouquin, mais en tout cas ça se montre bien. Et surtout, petite mention spéciale pour les effets spéciaux qui sont plutôt bien faits. Les interactions, le monstre et l'enfant sont vraiment très bien trouvées. Plutôt bien réussis. Donc n'attendez pas quelques minutes après-midi pour le regarder, regardez-le très rapidement, j'ai envie de dire. Même le dire ce soir. Voilà. Et voilà, on vous conseille en tout cas ces deux films fantastiques si vous ne les avez pas vus. Et on va passer maintenant au premier invité de ce mois-ci, qui va baptiser cette année 2018, voilà. Cette année tout simplement. Et donc c'est parti avec l'invité du L'invité du mois. Oust. Oh, je vais pas le garder en fait. L'invité du jour. Et nous revoilà avec notre premier invité de l'année 2018. Exactement. Vincent David, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Et puis bonne année. Plaisir. Pareil. Voilà. Et bonne santé. Donc, prospérité, joie, amour, c'est fait. Libre donne prospère. C'est fait, parfait. Donc Vincent David, je vais essayer de te définir en quelques mots. Tu es surtout connu pour être scénariste et réalisateur sur la région nantaise. On te connaît autant pour des courts-métrages, des clips, des web-séries qu'on a pu suivre aussi sur Nantes et qu'on a plutôt de nombreuses fois vu dans des cours en bar, sur Nikon aussi pour le festival, ça en a fait quand même pas mal. Et tu as aussi été scénariste et dialoguiste pour la télévision. Ouais, et le cinéma. Ouais, ça c'est bien ça d'avoir des gens comme ça ici à Nantes. Bah, c'est mon travail en fait. Et ben voilà, et donc c'est bien qu'il ait un travail. Ouais, ça me permet de rester propre et de donner à manger à mes enfants. Par contre, tu es obligé de garder la barbe, il n'y a pas de quoi se payer un rasoir?
Non, c'est purement par flemme. Attention, nous sommes dans un battle de barbe, je ne peux rien dire, bien sûr. Mais je crois que t'es jaloux parce que la mienne est plus soyeuse. Ah, ça va être ça, ça va être ça. Et aussi, je peux pas vaincre. et si je ne me trompe pas, tu formes aussi un petit peu à l'écriture du scénario sur Oui, Nantes, notamment avec tout à Bien fait. Joli Môme aussi de temps en temps, j'ai pu voir, c'est ça? Avec Joli Môme, j'ai donné aussi, j'anime des ateliers avec la Société Clissonnaise de films sonores. Ouais. Et puis je fais des interventions au BTS de Montaigu aussi. C'est la formation cinéma et film, Voilà, effectivement, c'est vrai. BTS audiovisuel de Montaigu. C'est vrai. Donc moi j'ai gardé juste entre parenthèses ce qu'on a pu voir de toi, donc tout ce que j'ai pu citer, donc la série, la web série Gardien, Veuf, le court métrage Groargle, je sais pas si je l'ai bien dit, mais qui nous a fait fortement rire. Je suis une fée aussi, c'est le premier que j'avais vu de toi. D'ailleurs, Je suis une fée, et le choix des armes qui était aussi pour Nikon Festival si je ne me trompe pas, qui m'avait fait bien rire aussi. Voilà, et bien on va te passer au cri là quelques-unes de tes questions. Et c'est moi qui commence. Alors du coup, voilà, je t'ai décrit en quelques lignes, mais on voulait savoir quelle formation tu avais suivie et comment tu es arrivé à vivre de ce métier de scénariste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais scénariste avant de suivre ma formation. Wow. C'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, j'habitais avec un pote dont le beau-père écrivait pour les Guignols de l'Info à l'époque, et il nous dit « Oh, il cherche des auteurs, machin », donc on a écrit des sketchs comme ça à la con, qu'on a envoyés, et on a été engagés. Et au bout de 2 mois, en fait, ça nous a fait chier. Donc on a démissionné, on a écrit un sketch de démission. et puis l'écriture m'avait plu, enfin j'écrivais déjà avant des cours, mais professionnellement ça m'a semblé intéressant. Et du coup je me suis inscrit en fac de cinéma à ce moment-là et j'ai fait jusqu'à la licence que j'ai pas terminée parce que je suis parti faire un court métrage à la place de passer mes examens. D'accord. Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ce court métrage du coup maintenant? Non, c'est un court-métrage qui a été très important et je regrette surtout pas de l'avoir fait. Ça se trouve, c'était plus important qu'avoir passé l'examen? Beaucoup plus. Il n'y a aucun message derrière ça, bien sûr. Bien sûr. D'accord, et donc du coup, tu as enchaîné, j'imagine, les projets. Qu'est-ce que tu as Et du coup, pas du tout. Je suis sorti de la fac, j'avais pas de travail. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 1 an et demi. Et comme j'étais shift de nuit, j'ai écrit un scénario la nuit à mon travail au lieu de travailler pour mon patron. Et puis je l'ai envoyé, et puis par un concours de circonstances assez hasardeux, il s'est retrouvé produit et je me suis retrouvé à faire un long métrage au cinéma qui était un bide total. Un film très mauvais donc, que j'ai retiré de ma filmo. Tu ne citeras pas le nom du coup. Dont on ne citera pas le nom. Si tu le dis, on peut faire un bip. Voilà. Donc c'est quel film? Même pas. Non. Bien essayé, mais j'ai aucune confiance. Absolument pas, jamais. Ça n'existe pas. Mais du coup, à partir de là, par contre, comme les gens avec qui j'avais fait le film m'avaient apprécié, je me suis retrouvé à bosser sur des séries pour TF1 et des machins, et puis c'est comme ça que je suis devenu scénariste. Très bien. Bravo, un parcours hasardeux mais fort louable du coup. Ouais. Non, plutôt chanceux. Cool. Mathieu, je te laisse continuer. Alors, en tout cas, vu de toute cette expérience, est-ce que tu peux nous prédire, ou en tout cas nous dire ce que tu penses de la production audiovisuelle nantaise actuellement? Est-ce que ça foisonne ou est-ce que ça bourgeonne ou est-ce que au contraire ça décline? J'ai l'impression que ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a des acteurs, des agissants, enfin pas des acteurs du genre des acteurs, mais des acteurs plutôt des acteurs. Qui sont très dynamiques. Je pense à toute la petite bande de Parasite Monkey. Il y a eu un moment creux entre le moment où la génération précédente était au top de son dynamisme et puis après ils sont tous partis travailler, faire des enfants et manger, etc. Et puis là il y a une nouvelle génération plutôt prometteuse. Plutôt, ouais, super dynamique et prometteuse. Et je pense que dans quelques années, ça va venir. En plus, je pense qu'il y a une volonté politique de la région de faire quelque chose et de développer un peu les choses. Donc, ouais, non, c'est plutôt intéressant. En plus, ce qui se passe en ce moment est assez rigolo parce que, contrairement à ce qui se passait avant, c'est assez transgénérationnel. Ouais. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des gens qui ont 25 ans, des gens qui en ont 50 sur les mêmes tournages, ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans où c'était assez cloisonné.
c'est un peu la questionnaise de film qui a mis ça au goût du jour à ce moment-là. Puis il y a plein d'autres collectifs qui ont tapé dessus sur ce clou-là. Et je pense que c'est bien, ça permet aux gens de s'épauler, tout ça. Non, moi, je vois que du bien en perspective. Bon, bah c'est cool. Et bonne dynamique. Et du coup, toi, tu te situerais où? Est-ce que tu fais appel, par exemple, je sais pas, quand on parle Nantes, on parle de cinéma, on parle de la région, on pense au bureau d'accueil des tournages. Est-ce que toi, c'est un réflexe pour toi, quand tu organises un tournage, de passer par eux, ou tu as déjà tous tes contacts, ou tu n'as pas besoin de t'ouvrir à la base de ce que pourrait être une démarche de tournage? Bah, en fait, je m'adresse pas à eux pour une raison différente de celle-là. C'est-à-dire que on a un processus de production inversé. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas des choses... enfin, moi, mes courts-métrages, je les écris pas et puis je cherche comment les produire. C'est que je regarde ce que j'ai dans mon frigidaire et je décide quel plat je vais cuisiner. Okay. Donc, j'ai pas besoin d'appeler le bureau des tournages. Je dis, bah tiens, je vais faire parce que je veux tel personnage, tel truc, j'ai tel lieu. Et je fonctionne à rebours, en fait. Donc, c'est pas du tout dans le... C'est pas du tout dans le même esprit. Mais ça n'existe pas. Probablement à l'avenir, là je suis en train de monter des projets un peu plus complexes et ambitieux et probablement à l'avenir on va être amené à faire appel à ces structures dont on m'a dit beaucoup de bien mais que je connais que de réputation. Très bien, très bien. Alors moi j'ai une question que j'aime bien de plus en plus poser parce que forcément quand on fait du cinéma c'est parce qu'on en a beaucoup vu avant et qu'on a été inspiré par telle ou telle personne. Donc ma question tout simplement c'est qui sont tes inspirations, tes modèles d'écriture peut-être, toujours liés au scénario et puis après tu me donneras peut-être ton film ou un des quelques films pour toi qui sont marquants en termes d'écriture. Mais d'abord tes inspirations et tes modèles d'écriture, ça peut être qui c'est? Un modèle d'écriture il n'y en a pas. Pas dans l'écriture audiovisuelle. C'est-à-dire des modèles d'écriture dans le roman et dans tout ça, oui, mais dans l'écriture audiovisuelle, il n'y en a pas parce que le scénario, c'est pas un produit fini. Ah, c'est pas un produit qu'on peut voir. Et puis on voit l'histoire qui se déroule devant nous. Mais le produit, c'est le film. Et tout l'intérêt d'un film, c'est de faire disparaître le scénario, justement. Du coup... Après, mes premières sources d'inspiration, moi, elles sont assez floues quand on voit mon cinéma. Mais quand j'étais gamin, c'était plutôt les films de Sergio Leone. Ouais. J'ai un grand amour pour Sergio Leone. Ouais, il y a pire. Et puis après, le problème, c'est que j'ai grandi dans un cinéma, donc j'ai vu énormément de films. Ouais. Et la liste des films qui sont des inspirations est très 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 longue. Après, en matière d'écriture pure, 99% des scénaristes que je connais, dont moi, vont citer Un jour sans fin. Bien sûr. C'est un film qui est incontournable. Bien sûr. Personnellement, il y a d'autres films dont l'écriture m'a toujours fasciné. Je pensais à Seppuku de Masaki Kobayashi, qui est un film que je passe à mes enfants en ce moment, donc je les torture un peu. Ils sont bien entourés. Voilà, parce qu'il y a une écriture qui est à la fois intime et à la fois romanesque, épique, avec... ça reste quand même deux mecs qui sont face à face et qui discutent, et en même temps c'est un film qui est d'une... Enfin bon, sauf à la fin, mais c'est un film qui... Non, ouais, ça fait partie. Je comme ça, un film comme L'Impasse de Palma ou... Je n'ai pas vu. Carlitos Way. Carlitos Way, qui est autant au niveau de la réalisation que de l'écriture, moi, et du jeu, de la direction d'acteur et la performance de Sean Penn. C'est un très très grand de Palma. Ouais, c'est un très très grand de Palma, mais après il y a tout un tas de vieux films. J'adore Lubitsch et j'adore l'écriture quasi théâtrale du cinéma slapstick américain que tu retrouves dans L'Impossible Monsieur Bébé, que tu retrouves dans... Ce qui n'est pas de Lubitsch là, mais dans toutes ces cinémas de cette époque-là. Mais tu n'es pas que sur les grands classiques ou les chefs-d'œuvre. Tu aimes bien aussi parfois des films qui sont un peu plus décriés? Bah, j'ai une passion pour les films pourris, donc... Ah bah oui, alors voilà. Qui n'a pas une passion pour les films pourris? Pour faire court, je trouve ça un peu dommage. J'adore les nanars, j'en ai vu des milliards et je les collectionnais même pendant un moment. Et j'ai vraiment... maintenant, je trouve que fouiller 200 kilos de merde pour trouver une pépite d'or grosse comme ça, c'est un peu con quand t'as une mine d'or à côté. C'est quoi la mine d'or? Dis-nous, elle est où? Je sais pas, mais La Dame de Shanghai d'Orson Welles, par exemple, en termes d'écriture, en termes de réalisation,
tous les plans sont des pépites. Dersu Uzala de Kurosawa, tous les plans sont des pépites. L'écriture, elle est d'une force où à la fin, tu te retrouves complètement malade de ce qui se passe. Le pont de la rivière Kwai, tout est une pépite. Furio, enfin, Merry Christmas, Mr. Lawrence, où ce rapport entre ces deux mecs est extraordinaire. Et, c'est bien. Alors effectivement, aller se taper Teenage Zombies, c'est rigolo et tu te marres bien. Ou le retour des tomates tueuses, ou n'importe quel, le film des maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren ou ce genre de choses. Voilà, on peut, mais la chance potentielle de trouver une pépite là-dedans. Et assez rare. Même si dans Street Fighter, il y a quelques répliques que je regrette de ne pas avoir trouvées. Et Kylie Minogue. Et Kylie Minogue, et Jean-Claude Van Damme. Et Raoul Julia. Là, encore une fois, une question un petit peu boule de cristal, une question d'analyse. Quel avenir pour la région comme zone de production de films? Bah écoute, 2023, la Loire-Atlantique va faire sécession du reste de la France et se déclarer zone France. 2056, premier long métrage ligérien. En 3D. Bah ouais, mais il faut le temps pour faire des bons films. Il faut trouver les capitaux. Et les capitaux, bien sûr. Voilà, surtout on va être en monnaie locale. Le dollar vézéen va mettre longtemps avant de s'imposer sur les marchés quand même. Non, alors honnêtement, j'en sais rien. Moi, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de produire en région, dans des vrais cadres et des vraies structures de production. Après, est-ce que la mayonnaise va prendre malheureusement, le talent, l'envie, la bonne volonté, c'est pas suffisant. La mayonnaise, c'est pas trop de la région. Après, moi, c'est mon avis, j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué aujourd'hui à Nantes. Ça va faire presque 8 ans que je suis à Nantes maintenant, mais je trouve que c'est plus compliqué encore d'avoir des lieux de tournage, d'avoir des autorisations. Il y a encore plus en plus de restrictions sur pas mal de choses. Et puis, sur la ville de Nantes même, c'est très compliqué de tourner. Pour des raisons que j'ignore. Voilà. Oui, j'ignore aussi. Mais après, il n'y a pas que la ville de Nantes dans la région. Ah non, bien sûr. Moi, Nantes, je n'y mets pas beaucoup les pieds, en fait. Et il y a des tas d'autres possibilités. Après, la contrainte, c'est aussi quelque chose qui te pousse à trouver des solutions et des idées et des machins. Donc, je suis pas... Tant que les gens qui ont envie de faire des films sont là et sont dynamiques, le reste, ça se fait. Donc tu es à l'aise dans tes baskets? Oui. Parfait. Ça le fait. Bon, en tout cas, on suivra ça de très près comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir dans les liens, on mettra tous les liens qui concernent Vincent David. On te remercie du coup encore d'avoir été avec nous. Et puis encore, la gimmick n'a pas changé même cette nouvelle année. Les résolutions sont là parce qu'on va encore piocher le thème du mois prochain, donc pour le mois de février. Attention. Hop, hop, hop. Chapeau magique. Mais c'est qu'on peut piocher directement. Ouais, mais tu vois, c'est juste le site pour faire voir qu'il y a vraiment des thèmes et qu'on ne met pas rien dedans. Le thème de la prochaine émission sera le Troisième Reich. Ah. Non, je déconne, comédie. C'est drôle. Nos cadres l'ont cru. Non, comédie. Mais on peut peut-être marier les deux. On peut peut-être faire une comédie sur le Troisième Reich. Après tout, on n'en fait pas. Donc, écoute, je pense que c'était un destin que tu aies même poché comédie, tu vois, le monde est petit. Et ben, on se marrera pour une fois. Je déconne, on se marre tout le temps. On se marrera encore plus le mois prochain. Du coup, avec la comédie, écoute, parfait. Merci encore Vincent. Merci beaucoup. On se dit du coup au mois prochain. Passez un beau début d'année. En tout cas, on vous souhaite vos meilleurs vœux encore une fois. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et suivez bien tous nos liens. Voilà, vous allez au cinéma. Exactement. Allez, 3, 2, 1. Ciao. VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.